Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de la Donne. Voilà, on est pile à l'heure, hein. C'est une organisation incroyable, on est même prêts, nous, depuis 15 minutes, on a eu le temps de boire des cafés, de se raconter nos vies, de faire C'est ça. connaissance, hein. Exactement. Bonjour à tout le monde sur le chat qui nous rejoint. Bonjour. Vous aviez le programme de la journée de là, et puis ben, on va enchaîner directement. Donc la première conférence d'aujourd'hui est donc Four Tales, bien ça. C'est Et ça. nous avons Anaïs Lehou qui est juste ici et Pierre-Vincent Cabourg qui est juste là. Vous avez préparé une conférence un peu particulière parce que ça sera une vidéo préenregistrée. Donc Mhm. voilà, Ça. vous avez, pour les gens sur le chat, vous avez l'ouvreuse qui va passer pour les pop-corn et Mm. les cônes glacés. Donc n'hésitez pas, tous les revenus évidemment iront à la société. Et sinon, bah, au lieu de dire des bêtises, je vais vous laisser vous présenter. Tu me disais que tu avais des petites Ouais. slides que tu voulais partager. Ouais, bah, bon, on va faire comme ça, tant qu'à faire. Alors, Hop, je te fais attendez, partager je, ton écran. je fais ça tout de Voilà. suite. Voilà. Touc. Oui, et on a monté la vidéo et on l'a raccourcie parce qu'elle était beaucoup trop longue. On a 52 minutes, donc vous pouvez vous installer. Je vais en profiter pour me présenter. Moi, c'est Pierre-Vincent Cabourg, voilà, et c'est mon chien, Ghibli, qui est le plus beau. Non, c'est Oui, faux. on a un truc avec les chiens dans cette conf, vous verrez. Et du coup, je suis infographiste généraliste 2D, 3D. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'industrie. J'ai fait une formation de BD, une école d'anime. Après, j'ai bossé dans l'animation 2D pour du court métrage. Et puis, j'ai repris mes études pour faire de la 3D. Voilà. Ensuite, j'ai bossé 4 ans, un peu plus de 4 ans chez Ankama sur la série animée Wakfu, pour ceux qui connaissent, donc en 3D. Hein. Et puis après, j'ai fait un truc qui a plus rien à voir. J'ai fait du Twitch. Voilà, j'ai bossé pour une web TV qui s'appelle OGaming aussi. Puis je suis revenu à mes premiers amours, mais cette fois dans le jeu vidéo et en freelance. Et puis le freelance, c'est fini puisque ça fait 2 ans que je suis au sein de Alchemy, un petit studio de jeux indé nantais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et du coup, Voilà. Anaïs, Et donc moi, je suis Anaïs Léou et voilà Darwin, mon beau petit toutou. il est trop bien. Il est trop bien Oui, cette conférence. oui, oui. Et du coup, moi, contrairement à Pilou qui a testé beaucoup de choses, je suis une petite jeune en fait dans le métier. Ça fait 3 ans que je suis illustratrice. Donc j'ai été diplômée de l'école il y a 3 ans. J'ai commencé avec 2 ans en freelance. J'ai bossé principalement pour le Puy du Fou. En fait, je dessine les costumes pour le Puy du Fou, ce qui est plutôt pas mal en fait. Ah Et ouais, ouais, quand même, hein. ouais, ah, c'est Gros cool. niveau. la méga C'est classe quoi. c'est plutôt sympa comme boulot. Et n'empêche que le freelance me pesait un peu sur le moral, si on peut dire. C'est vrai que c'est pas simple comme boulot. J'ai décidé de voir d'autres horizons. J'ai démarché un peu au pif dans le coin où je suis, donc Nantes. Et il se trouve qu'Alchemy a répondu positif, si on peut dire. Et voilà, je suis à Alchemy depuis juillet dernier. Et du coup, on bosse avec Pilou sur le projet Fortales. Ouais, Voilà. voilà, et puis vite fait, Alchemy, c'est un studio nantais, on n'est que 5 personnes. Mm. Voilà, c'est un tout petit studio et qui a 10 ans d'existence. On a fêté les 10 ans l'année dernière, en fin d'année dernière, autour d'une petite bière. Ils ont déjà fait 2 jeux. On n'était pas là hein, quand ces jeux sont sortis, on n'était pas encore tous les deux au sein du studio, Transcripted et Drifting Lands. Mm. Et on travaille maintenant sur Four Tales, notre prochain jeu, qui sera un jeu de cartes narratif. Enfin, vous allez avoir l'occasion de voir ça. Oui. Je précise quand même, avant de lancer la conférence préenregistrée, que c'est évidemment un prototype sur lequel on bosse. Le jeu n'est pas terminé. Et ce que vous allez voir est donc complètement work in progress, comme on dit. Même si on est plutôt parti sur une vertical slice, du coup, visuellement, c'est quand même assez proche De ce qu'on veut finir, quoi. ouais, Mm. du produit, je pense, qui sera définitif. C'est ça. Voilà, je pense que si tu veux, Exerve, tu peux lancer la conve et puis nous, on va bouffer les popcorn aussi, je pense. Eh ben oui, tiens, attends, je vais faire. Hop, on va arrêter le truc. Donc vous l'avez vu en haut, c'est marqué donc le nom de la conférence. Vous avez intitulé Jouer la carte de la créativité sous contrainte. J'imagine que vous allez nous expliquer ça dans la vidéo. C'est ça. Oui, oui. Le Complètement. choix du titre, etc. Bah écoutez, Bien sûr. c'est parfait. Bah, tout le monde, vous pouvez vous installer. Moi, je clique sur lecture et on se retrouve 52 minutes pour répondre aux questions. À tout à l'heure.
et donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la conférence qu'on a nommé jouer la carte de la créativité sous contrainte, et donc de parler des différentes contraintes qu'on a rencontrées et des solutions qu'on a tenté d'y apporter. Petit topo quand même sur le jeu, ses prémices et son origine. C'est moi qui vais m'en occuper puisque Anaïs n'était pas encore au studio quand l'idée du jeu a germé. Et voilà, l'idée du jeu a germé dans la tête d'Alain en jouant surtout à Cultist Simulator et à d'autres jeux. En fait, il a eu cette espèce de révélation, le mot est peut-être un peu gros, mais de dire il y a des jeux de cartes qui ne sont pas que basés sur des systèmes, comme peuvent l'être Hearthstone ou une grande majorité des jeux de cartes. Il y a des jeux de cartes solo qui sont aussi là pour raconter des histoires. Et il y a plein de choses intéressantes à faire avec ça. On a eu envie de faire un jeu de cartes qui est pas du tout uniquement basé sur des systèmes de jeu, qui est narratif, hautement narratif en tout cas, essayer, sans être verbeux, c'était très important pour nous, sans dialogue, enfin le moins possible de dialogue ou pas de dialogue, etc. D'exploration, d'aventure un petit peu, avec une grande emphase sur l'expérimentation et la curiosité du joueur. C'est-à-dire que la plupart des cartes qu'on va avoir dans notre main dans Four Tales vont être jouables sur plein d'endroits différents du board, et on va avoir des effets différents, et un jeu surtout qui ne se résout pas que par le combat, mais dans lequel on peut être aussi bien furtif, aussi bien influencer les rencontres qu'on va rencontrer, du coup via je sais pas, que ce soit du marchandage ou du charisme, etc. Enfin bref, une multitude de façons de jouer au jeu, et qu'il raconte des histoires, voilà. Donc dès que l'idée a germé, en fait, tout simplement, moi je me suis très vite mis au travail, même si on n'avait encore pas d'univers, rien du tout. On n'avait pas d'univers, on n'avait pas de scénario, le jeu était encore qu'un embryon de jeu, on savait ce qu'on voulait faire, en tout cas, pas précisément, mais en tout cas l'expérience qu'on voulait amener aux joueurs. Et donc moi très vite je me suis mis au travail. Bon, ça faisait 15 ans que j'avais pas dessiné, que je faisais quasiment que de la 3D, ça a été un petit peu difficile, mais bon, voilà, j'ai tenté. Et du coup, très vite, en fait, on avait cette idée de carte de lieu qui était au cœur du gameplay, c'est-à-dire qu'on allait jouer différents personnages qui auront leur deck à eux, et on allait dérouler comme ça un espèce de deck de lieu qui serait des aventures. Et donc très vite, il y avait cette espèce d'évidence graphique qui s'est mis en place, qui était une espèce de frise. On l'appelle la frise entre nous, et on y reviendra plus tard. C'est quelque chose qui n'est plus dans le jeu. RIP. Et du coup, cette frise en fait était là pour amener la continuité en fait entre les cartes. On va visiter les cartes de lieu, on va faire des rencontres, etc. Donc j'ai très vite travaillé là-dessus, et assez vite, justement, on a pu mettre en place cette frise et se dire ce serait sympa que les cartes se suivent et qu'à la fin sur le board ça crée une espèce de frise qui comme ça résume un peu l'aventure qu'on vient de vivre. Ça a été très vite validé par tout le monde en disant ouais, c'est cool avec ces histoires d'avant-plan qui vont être dynamiques, qui vont calculer quelle carte était avant, quelle carte était après, et puis vont faire un lien comme ça, ces avant-plans noirs que vous pouvez voir en haut. Et puis une fois ça validé, même si vous le voyez, il n'y a pas encore l'univers du jeu, hein, là j'étais parti sur des trucs un peu plus SF. À côté de ça, j'ai commencé à essayer de travailler un style, donc avec différents outils. On est parti sur des choses très en aplat. Attendez, je vais peut-être utiliser le pointeur. Des choses très en aplat comme ça, qui sont rapides à produire, parce qu'il y aura énormément de cartes, on le savait, il y aura énormément de cartes à produire, et j'étais tout seul, donc il fallait trouver des solutions là-dessus. Garder en tout cas à l'esprit que techniquement, il allait falloir trouver des solutions pour produire beaucoup de cartes rapidement. Il y a eu des choses au lasso polygonal comme ça, etc. On n'avait pas encore l'univers, hein, c'était de l'exploration pour le moment. Et puis ce genre de choses un peu plus painting avec des brushes. Et puis on avait quand même cette idée, on avait très envie de faire quelque chose d'assez dark fantasy, et du coup j'ai fait quelques expérimentations sur des choses avec beaucoup d'aplats noirs, un peu à la Mignola, etc. Bon bref, toute cette phase de recherche. Et puis très vite, cette question technique nous a rattrapés en se disant ouais, ok, mais alors comment on va faire pour produire des cartes rapidement, et en faisant des recherches aussi bien pour des références graphiques, je suis tombé sur
je ne sais plus le nom de ce jeu, Banner Saga. Et en analysant les décors de la personne qui a fait Banner Saga, je me suis dit, mais il y a plein d'éléments qui se répètent. En fait, il a l'air d'utiliser des assets, un peu comme on fait dans le jeu vidéo. Et je me suis souvenu des décorateurs sur Wakfu à Ankama qui avaient la même technique, c'est-à-dire que les décors sur Wakfu étaient majoritairement faits d'assets. Voilà, donc on y reviendra plus tard, ça va faire l'objet de toute une partie de la conférence, mais du coup Alain m'a dit, c'est une bonne idée, testons les assets, fais des assets et puis essaye de composer des décors avec pour voir si ça va plus vite. Donc je me suis amusé à faire des petites maisons, des petits machins, et puis j'ai testé, et voilà, et très très vite en fait ça a fonctionné, et on s'est dit banco, on va partir là-dessus, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, les personnages à cette époque-là étaient, vu qu'on n'avait pas l'univers, pas le récit, rien du tout, on n'y a pas passé beaucoup de temps. J'ai fait quelques recherches toujours dans la même optique. On va utiliser plutôt de la silhouette parce que ça va aller plus vite, on pourra faire beaucoup de modifications facilement. À l'époque on imaginait peut-être faire bouger les cartes, c'est plus le cas, mais faire animer les capes par exemple, ou des choses comme ça, ou les plans, donc c'était les arrière-plans, des choses comme ça, les nuages. Donc on s'était dit un truc en aplat par couche comme ça serait peut-être assez simple pour faire des animations. Et puis on s'est aussi posé la question de la 3D, voilà, avec ces vidéos de Turn, je suis passé par une étape où on s'est dit, et si on faisait les personnages en 3D, ce qui permettrait de les riguer rapidement et de les mettre en pause très très rapidement sur plein de plans différents, parce qu'on avait besoin pour chaque personnage d'avoir leur deck de cartes d'action où ils apparaissaient en train de faire des actions justement. Donc on a essayé ce style un petit peu 3D low poly, très simple, toujours en aplat. Et voilà, à l'époque on n'avait pas de personnages, ils étaient plutôt définis par leur rôle, l'assassin, le barbare, tout ça, etc. Donc voilà. Surtout des caractères en fait. Ouais, c'est ça, c'était plus leur rôle et leur classe qui les définissaient. Et du coup, voilà, ça permettait de les mettre en pause. J'avais fait quelques essais de cartes action. Voilà, je les ai rigués rapidement et puis je les ai mis en position pour voir ce qui fonctionnerait. Mais entre-temps, en tout cas, on a trouvé l'idée de l'univers. On s'est dit qu'on allait faire du médiéval, qu'on allait partir sur du médiéval pour des raisons aussi de marché, hein. C'est-à-dire qu'après avoir posé la question autour de nous, etc., les gens nous ont dit quand même des jeux de cartes, de deck building, etc., non médiéval, il n'y a pas eu beaucoup de succès dans l'idée collective des gens. Un jeu de cartes, c'est quand même médiéval, c'est peut-être un risque que de faire quelque chose qui n'est pas médiéval. Donc on s'est dit d'accord, on va faire du médiéval, pourquoi pas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un petit twist sympa ? Et là est venue l'idée de se dire on va faire des animaux anthropomorphes, un univers médiéval dans un univers avec des animaux anthropomorphes à la Black Sad, Disney, toutes ces choses-là. Et au même moment, Alain a eu très envie d'engager Anaïs. Je suis un peu arrivée comme un cheveu sur la soupe en fait. Je pense qu'il s'y attendait pas, enfin, personne s'y attendait. Et du coup, ouais, moi je débarque, on me dit... Ouais, alors on a une idée de jeu, des cartes, style médiéval, avec des animaux anthropomorphes et tout. En clair, littéralement tout ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Hein, c'était tout nouveau pour moi, tout ça. Et du coup, j'ai commencé des recherches. Alors le truc, c'est que comme Pilou, on savait pas trop vraiment à quoi ça allait ressembler, etc. Pilou, c'est moi, je le dis parce que c'est mon surnom. Pardon, c'est vrai. C'est moi, voilà, vous savez, tout le monde m'appelle Pilou, surnom, absolument voilà. tout le monde. Donc, Pilou. Et comme Pilou, en fait, je savais pas trop vraiment, enfin, on savait pas en fait à quoi vraiment ça allait ressembler au final et tout. Donc de là venait une énorme phase de recherche. Et du coup, aussi avec les mêmes contraintes, il fallait allier une technique qui allait vite, etc., etc. De là, on a découlé pas mal de recherches justement. Et j'ai l'avantage entre guillemets d'être assez polyvalente en fait, on peut dire, en termes de technique. Et avec des références visuelles, pardon. Du coup, j'ai testé pas mal de choses. Donc il y a du lasso juste en aplat de couleurs, il y a de l'ancrage avec des gros aplats de noir, des aplats de couleurs toujours, enfin un peu de tout. Pour essayer de repousser au maximum cette contrainte tout en allant vite aussi. Et en fait il y avait un style qui se démarquait assez, que Alain aimait bien, et toi aussi d'ailleurs Piou. C'est ce petit qui en fait est le premier que j'ai fait à partir de ce personnage-là. Voilà. Un personnage classique médiéval, anthropomorphe, voilà. Et après, du coup, je l'ai décliné en plein de styles différents. Et en fait, c'est celui-là qui s'est démarqué parce que le petit style BD, c'était sympa, c'était rapide à faire, un ancrage, des aplats de couleurs, peu de texture, enfin, ça marchait bien en fait. Et après tout ça, la technique
pouvait fonctionner, mais dans le style vraiment des animaux, c'était pas trop ça. Et ouais, là, il y avait un côté, enfin, on avait envie toujours de faire un peu de dark fantasy, et du coup là, ça faisait un peu kawaii. bah, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, Alain a dit ouais, mais quand même, animaux anthropomorphes, moi j'aime bien quand même le style Disney, quoi. Ouais, le style Disney. Ouais. Pilou, c'est pareil. Il est plutôt à l'aise là-dedans parce qu'il, ouais, t'as quasiment dessiné tout ça. En fait, contrairement à toi, moi, je suis pas du tout polyvalent, justement, techniquement, puisque je suis pas, c'est pas mon métier de base, le dessin. Et bah ouais, moi, j'ai appris à dessiner en recopiant Aladdin et le Roi Lion, donc j'ai un style Disney de base. J'aimerais m'en détacher un jour, mais j'ai beaucoup de mal. C'est ma zone de confort, et je suis pas du tout polyvalent. Donc, moi, je me retrouvais entre les deux gars en mode ouais, super, du Disney. Vous savez que c'est super dur à faire. Moi, j'en ai jamais fait de ma vie. Ouais, comment on va y arriver? Du coup, de son côté, Pilou, lui qui gère ça, a commencé à faire des croquis en fait. Il a repris le personnage du tigre que j'avais fait dans le style Disney. Enfin, dans son style, au style Disney. Et c'est en même temps inspiré de la technique du petit tigre qui avait été fait auparavant en fait. Donc, un alliage des deux en fait, concrètement. Oui, c'est ça, j'ai essayé de reprendre ton écriture sur l'ancrage. Bon, c'était pas encore tout à fait ça, mais sur les aplats noirs, des aplats, etc., des petits traités comme ça, ouais. Mais en essayant de faire un chara design qui est plus proche de ce qu'on peut voir chez Disney, quoi. C'est ça. Et en fait, il se trouve, bah ouais, ça marchait plutôt bien. Alain était content, enfin tout le monde était content en fait. En continuant sur ce truc-là, du coup, sur cette piste Disney, et ben on s'est complété en fait. Pilou dessinait les personnages, et moi je faisais juste la technique pure, donc l'ancrage et la couleur. Et on commençait à avoir un truc qui était pas trop dégueu. Ouais, complètement. Et du coup, on a découlé plusieurs personnages. Ouais, c'est ça, c'est une des premières contraintes, c'était comment allier deux styles, deux illustrateurs qui n'ont pas forcément le même style. Alors toi, tu t'adaptes très très vite, tu nous l'as prouvé. Moi, c'est pas mon cas, mais du coup, il a fallu trouver quand même des solutions. Il y a eu un petit temps d'adaptation où il fallait réussir à accorder deux styles et pour en trouver un, en fait. C'est ça, exactement. Donc après, il y a eu une part de réflexion aussi sur qu'est-ce qu'on gardait. De petits choix graphiques en fait, comment on fait vraiment les aplats noirs, est-ce qu'ils prennent beaucoup de place, pas beaucoup de place, les couleurs, est-ce qu'on met de la texture dedans ou on s'en tient juste aux aplats, etc. Des petites réflexions techniques quoi. Donc après à force de faire, on commençait à avoir quelque chose qui se tenait dans la continuité en fait. Enfin ça restait logique en fait entre chaque personnage qu'on faisait. Et de tout ça on a découlé beaucoup de personnages. Et au final, à force de faire, j'ai réussi à me dépatouiller. Mais du coup, je dessine pas parfaitement le style Disney, mais ça commence à venir. Ça demande une énorme réflexion parce que c'est une toute autre logique de dessin en termes de volume et tout. Enfin, je pense que j'ai un peu réappris à dessiner en cherchant à faire du Disney. Mais voilà, du coup, c'est... Oui, c'est ça, faut préciser que là, tous les persos qu'on voit, c'est toi, au final. Enfin, à part les persos principaux où il y a les sketchs de base, mais du coup, avec l'échange des savoirs, moi, je t'ai donné des petits tips, ce que je pensais être bon sur les persos Disney. Toi, tu m'as un petit peu aidé sur l'ancrage et tout, ce qui m'a servi surtout pour les décors, puisque au final, je touche plus aux personnages. J'y reviendrai certainement à un moment dans la prod, mais et au final, c'est toi qui as fait tout ça et ça colle parfaitement, quoi. On sent l'influence Disney, c'est pas non plus du Disney à 100%, mais ça reste cohérent quoi. Ouais, et c'est ça qui est cool, c'est qu'au final ce mélange des genres etc a donné quelque chose d'un peu différent qui donne une identité graphique au jeu dont on est content quoi, vraiment. C'est ça. Mais du coup, bon ok, on a trouvé la solution pour les personnages, mais et les décors on en fait quoi? La bonne blague. Alors le truc c'est que si on continue sur la lancée Disney, il faut savoir que dans les dessins animés Disney, autant les personnages sont en line classique si je peux dire avec des aplats de couleurs, mais les décors sont ultra fournis et ultra chiadés avec des beaux volumes, des belles ambiances et tout ça. Sauf que faire tout ça, sachant qu'on avait beaucoup de cartes à faire, ça prend du temps. Donc on est venu quand même une phase de recherche aussi en reprenant justement le concept de la tour que Pilou avait fait avant, qui avait pas mal fonctionné et qui plaisait à Alain. Oui, c'était un peu l'image de rêve. Enfin, Alain disait si on arrive à trouver un truc sur cette image-là, faisons les tests sur cette image-là. Et du coup, on l'a décliné juste à poser des couleurs, faire de l'ancrage comme pouvait l'être sur les persos, du coup ça fait vraiment BD. Juste du volume pur sans ligne ni quoi que ce soit. Enfin bref, on a fait pas mal de déclinaisons. Et au final, ce qui fonctionnait, c'était un mélange de celui-là avec l'ancrage BD, si on peut dire, et celui-là avec des couleurs ultra vives
C'est toi qui l'avais fait d'ailleurs, Pilou, il me semble. Donc ouais, je crois. Ouais. Un alliage des deux en fait, ce qui a donné cette image de référence là, qui fonctionnait plutôt pas mal pour les décors du coup. Ouais, et du coup on s'est dit voilà, on a les persos, on a là c'est le décor, même s'il n'est pas définitif, c'est à peu près ça qu'on vise, même si ça a changé depuis un petit peu, hein. On n'a plus les hachurages qu'il y a dans les ombres, etc. Mais en gros ça a été notre but. Voilà, les décors maintenant, on va essayer de faire en sorte qu'ils ressemblent à ça, et ça y est, on a des persos, on a nos décors, on a notre DA. C'est ça, exactement. Du coup, il y a plus qu'à. Hein. Il y a plus qu'à. Donc ouais, c'est un jeu, 2 illustrateurs et 3 milliards de cartes. En clair, le résumé, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la grosse contrainte. C'est vraiment la grosse contrainte sur cette production. C'est il va y avoir des centaines et des centaines de cartes à produire, et on n'est que deux. Comment va-t-on faire ? C'est ça. Du coup, pour reprendre la petite idée qui avait pas mal fonctionné au tout début dans les premières recherches du Pilou, donc les assets, voilà. Donc ça a l'avantage de faire des planches d'assets et de pouvoir les coller un peu partout, etc. Ça fait gagner énormément de temps. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Il faudrait peut-être expliquer ce qu'est un asset, enfin ce qu'on appelle nous un asset, parce qu'on l'appelle comme ça entre nous, mais... Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est ça. Du coup, un asset, c'est un groupe de calques sur Photoshop, composé juste de l'ancrage, de la ligne en fait, tout simplement. Une partie d'ombre, l'ancrage, donc les aplats de noir qu'on peut retrouver sur les personnages, et le fond coloré. Donc tout ça, ça donne ça, une jolie petite maison. Exactement. Et ça, c'est un asset. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que ces assets, on va en produire plein. De tout, des maisons, des arbres, des rochers, des cailloux, des plantes, des petits tonneaux, des machins, tout ce dont on a besoin. L'idée, c'est on va les mettre dans les décors pour composer des décors très rapidement. C'est ça. Exactement. Et l'idée, c'est que ce soit versatile, en fait. C'est-à-dire que ces assets puissent être très rapidement recolorisés, qu'on puisse changer quand même des détails dessus, qu'on puisse les adapter au décor qu'on est en train de faire, les retourner dans tous les sens, faire du mirror, les mettre en perspective, etc. Et avec ça, on va s'amuser à composer des décors. C'est ça. Donc, vu que les assets sont plutôt vitales, si on peut dire, pour la production, etc., on en a fait beaucoup. Et avec une petite partie, là, il y en aura encore bien plus. Ouais, là c'est juste un échantillon, hein, mais on peut retrouver du coup des assets de maison, de végétation, de mobilier, de texture de façade aussi, c'est vrai que les toits, les murs, etc., les sols, c'est vachement pratique quand même. Oui, on s'est amusé à faire des espèces de... C'est sous forme de brush, mais au final c'est des tampons, c'est des motifs de pierre, de tuiles, de bois, etc., pour pouvoir venir les plaquer très rapidement, pouf, 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 sur des murs. Et ça fait gagner énormément de temps. Du coup, avec tout ça, et vu que c'est versatile, on les retrouve dans quasiment tous nos décors en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'un même asset peut se retrouver dans... Ah oui, il y en a... bien des façons et bien des manières. Je pense qu'il y en a qui sont dans toutes les cartes. Il y en a au moins un qui est dans toutes les cartes, je pense. C'est obligé. Déjà, celui-là, voilà, à vous de chercher où se trouve-t-il dans toutes les cartes. Et si, il y est. Hein. Il y est. On vous l'assure. On n'a pas triché. Non, on n'a pas triché. Non. Non mais oui, c'est ça, cet asset-là, cette petite maison, elle est dans toutes ces 6 cartes-là, que ce soit planqué, que ce soit utilisé en fond ou en premier plan, etc. Et c'est rigolo, quoi. Donc on peut leur donner la solution, peut-être. Parce que... Ouais, allez, hop, 1, 2, 3. Tada. Et voilà, donc là, c'est... Vas-y, je te laisse. C'est relativement discret quand même, hein. Oui, dans le fond, là, tu vois à peine. Là, c'est 2 fois la même baraque, Ouais, on change. On passe par des flemmards en fait. Hein, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est une technique de feignasse, mais complètement. Non, c'est du taf quand même. Mais c'est vrai que là, par exemple, dans cet exemple-là, c'est la même maison. On le remarque pas, mais il y a juste les couleurs qui ont changé, le toit, etc. Et puis après, on joue sur les différents calques, en fait, Photoshop de cet asset en enlevant un peu de la line si c'est en arrière-plan pour pas que ce soit présent, en la recolorisant des fois. Hein, les traits noirs, on les recolorise, on enlève peut-être les grosses ombres noires pour aérer, enfin on les tord, on les met en symétrie, voilà. C'est pour ça que là, elle est ici en perspective, au premier plan, et pourtant on n'y fait pas forcément gaffe que c'est la même maison, quoi. C'est drôle, c'est sur cette carte là. Hop, c'est la même avec les 2 portes, elle est juste retournée, les portes pas de la même couleur, et hop, c'est bon. J'ai pas cherché plus loin. Et en s'amusant avec ça, on se rend compte que ça marche merveilleusement bien et que c'est une technique qui est vraiment très 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 pratique et qui fait gagner énormément de temps. C'est ça. Du coup, c'est littéralement faire beaucoup avec peu en fait, avec peu
peu d'assets, on peut donner énormément de diversité à plusieurs décors. C'est vraiment cool à faire. Ouais, c'est ça. Là, un exemple de décor, justement. Alors ça, c'est toi qui l'as fait. Avec les différents assets qu'il compose, on voit que c'est rapide à produire. On a mis amusant à composer parce que c'est vrai, une fois qu'on a notre idée de décor, on y reviendra plus tard avec l'histoire des thumbnails. Une fois que ça a été validé et qu'on passe au décor final, c'est assez rigolo d'aller piocher dans la banque d'assets et de se dire, ça va aller bien là et tout. Ça en premier plan, c'est rigolo à faire. C'est très facilement retouchable puisque c'est des calques Photoshop. S'il y a besoin à un moment de dire en fait cet avant-plan il faut qu'il dégage, il y a juste à le dégager ou à le changer de couleur, etc. Et ça amène un des trucs aussi principaux qui revient au premier point qu'on a évoqué, c'est ces deux styles à accorder sur deux illustrateurs différents. C'est que là pour le coup la question se pose pas parce qu'on utilise les mêmes assets. Donc il y a une cohérence dans l'univers du jeu et du style qui se crée automatiquement, quoi. Du coup, faire beaucoup avec peu, ça amène à faire énormément de décors en peu de temps aussi, quoi. Et c'est vraiment avantageux. Ouais, voilà. Oui, avec ça, on peut faire une multitude de choses, une multitude d'ambiances, et c'est très rapide à faire. Une des autres grosses contraintes qu'on a eues, c'est la lisibilité, parce que c'est un jeu qui affiche beaucoup d'informations. On a des cartes toutes illustrées, donc avec déjà pas mal de détails dedans. On a aussi une interface, on a aussi on y reviendra plus tard, mais des pions, des choses... bref, c'est un jeu qui est visuellement très fourni, et il y avait ce problème de la lisibilité, de dire il faut que tout ça reste lisible, agréable à regarder, que ça ne nous agresse pas, que les gens fassent pas une crise d'épilepsie en voyant une image du jeu, et évidemment qu'ils aient accès très facilement aux informations nécessaires pour que le gameplay soit fluide. Et du coup, il y a eu tout un travail à faire sur la lisibilité, toutes les étapes du jeu, que ce soit dans les cartes elles-mêmes, qu'on y reviendra plus tard sur le plateau de jeu. Donc, il faut savoir dans le jeu, c'est qu'il y a différents types de cartes en fait. Donc, on a déjà les décors qu'on a pu voir avant. Pour suivre la logique de Disney, en fait, c'est les personnages sont simples et les décors sont ultra fournis. Du coup, les cartes lieux, en fait, font partie. C'est les cartes, en fait, qui sont les plus poussées, vraiment techniquement parlant, qui demandent beaucoup plus de technique et de recherche de couleurs et tout, les plus fournis, quoi. Et on voulait aussi, accessoirement, vu qu'on va traverser plusieurs biomes, plusieurs climats, plusieurs villes, bref, on va beaucoup voyager dans le jeu, et l'avantage c'est de mettre du coup une même ambiance colorée pour chaque série, pour avoir une certaine cohérence au fil du temps en fait. Ouais, c'est ça, c'est une des premières choses sur la lisibilité, c'est les palettes de couleurs, quoi. Le gros classique, hein. Si évidemment toutes nos forêts utilisent les mêmes palettes de couleurs, le joueur saura qu'il va trouver, qui se trouve dans une forêt déjà, et qui va trouver les mêmes types de rencontres, etc. Ça fait partie intégrante du gameplay aussi, quoi. C'est ça, exactement. D'autres cartes aussi qui sont importantes, c'est les cartes personnages, donc les personnages qu'on joue. Donc voilà, ça c'est Volpin, un des personnages. Et en fait, chaque personnage a ses cartes actions. Et contrairement aux décors qui sont ultra fournis, les cartes actions, elles, et les cartes personnages ont juste un fond uni. Il faut vraiment centrer l'attention sur le personnage et sur l'action qu'il est en train de produire, en fait, afin de pas manger sa lisibilité et pas faire au final pâté sur pâté avec plein d'informations partout. Non, c'est juste les personnages qui sont importants, quoi. Voilà, là c'est un autre exemple. Et aussi, bien sûr, comme vous le voyez, chaque personnage a sa palette de couleurs aussi. Comme ça, c'est plus facilement repérable sur le plateau. Ouais, c'est ça, le classique palette de couleurs. Le joueur, au bout d'un moment, son cerveau se branche automatiquement. Il a plus besoin de réfléchir. Il sait que la carte qui est dans sa main, là, si elle est violette, c'est certainement une action de furtivité, puisque Volpin est plutôt orienté furtivité et voleur. Si c'est du vert, il sait que ça va être plus un truc d'orientation ou de survie, etc., puisque c'est Léo qui a ce code couleur du vert. Enfin bref, c'est du très classique dans le jeu vidéo, mais c'est important d'y penser, parce que sinon c'est très très vite un gros boxon sur le board. C'est ça, exactement. Donc de même façon, pour jouer sur les couleurs aussi, il y a les cartes personnages qu'on rencontre en fait, les PNJ en quelque sorte. Et suivant la nature de la rencontre, les fonds colorés changent aussi. Donc c'est un moyen très simple et efficace de se rendre compte à quoi on a affaire en face, quoi. C'est ça, sachant qu'en plus il y a des rencontres donc il y a des rencontres agressives directement, il y a des rencontres qui ne le sont pas du tout, mais qui peuvent le passer si le joueur décide de faire une action qui ne plaît pas à la rencontre, et du coup le personnage peut passer agressif. Donc il y a cette histoire de fond coloré, toujours de code couleur, qui dit la carte se retourne et d'un coup le personnage, au lieu d'avoir un fond neutre gris, il se retrouve avec un fond rouge, ce qui veut dire attention, là tu vas rentrer en combat, quoi. Après nous avons les cartes consommables.
consommables, c'est les cartes qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois. Et donc ça peut aller de la nourriture pour restaurer des points de vie, ou des potions, l'argent aussi. Il y a un peu un mélange entre mise en scène et sobriété pour les cartes consommables. Elles sont un peu mises en scène, mais pas trop non plus. Donc ça permet de trancher entre les personnages et aussi entre les décors. Donc c'est vraiment un type de carte à part entière aussi, quoi. Oui, c'est ça, on a fait un espèce de compromis, quoi. Entre l'objet lui-même et le mettre quand même un peu en contexte. Pour finir, nous avons les cartes tarot. Alors les cartes de tarot, ça n'a rien à voir avec les cartes qu'on a pu voir avant, même en termes de technique pure, c'est pas pareil du tout. Elles sont il y a des couleurs restreintes déjà, donc c'est une palette de 2-3 couleurs max, qui fait vraiment carte de tarot épurée. Enfin voilà, c'est des cartes qui résument des événements qui vont se passer dans le jeu. Et qui seront sur leur plateau à elle, spécial, que vous verrez plus tard. En fait, on avait vraiment besoin de faire des cartes très différentes parce que c'est 2 phases de jeu différentes. Les cartes tarot se retrouvent uniquement dans une phase de jeu bien précise, celle où on va choisir les missions et savoir où aller, etc. Choisir un peu ce qu'on va faire en termes de metagame. Et du coup, vu qu'il y a une espèce d'histoire de prophétie dans le jeu et de prophétie contre laquelle on court et on se bat avec des événements en temps limité et des choix assez drastiques pour le joueur à faire de est-ce que je vais sauver ce village, ouais mais ce personnage là va mourir dans 2 tours, mais machin, etc. Il y avait cette envie de dire mais en fait au lieu d'en faire une carte du monde classique où on voyage, voilà, on voit les montagnes, les villages, etc., est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose avec des cartes aussi, et pourquoi pas des cartes d'événements, de tarot, de prophétie, tirer les cartes du destin, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est un peu l'idée, et du coup il nous fallait forcément quelque chose de très impactant à ce niveau là et qui ne ressemble pas du tout à l'autre phase du jeu, donc au lieu, au personnage, etc., quoi. Ce qui nous amène du coup à la phase suivante, qui est tout cadre en portrait. Parce que, comme vous avez pu le voir, toutes les cartes qu'on a jusqu'à présent sont toutes en format portrait. Donc format carte classique, si on peut dire. Mais quand même, le format portrait, c'est vachement contraignant. Surtout pour les paysages. Surtout pour les paysages, voilà. Va faire un décor ultra ouvragé, la plaine et tout, mais dans un format portrait, c'est relativement chiant, en fait. Mais du coup, pour les cartes actions, en tout cas là, comme vous pouvez le voir, pour avoir une lisibilité nette, directe, on joue sur la silhouette. Du coup, la silhouette, c'est vraiment l'essence même du dessin. Ouais. C'est, si on arrive à deviner en noir, ça va marcher en couleur, etc. Enfin, c'est la base, quoi. Donc, en tout cas, pour les cartes actions, c'est vital en fait de bosser en silhouette. Ouais, complètement. On avait fait les premiers essais, il y avait des choses qui marchaient pas, quoi, et qui étaient pas lisibles, et très vite, on s'est dit, ok, d'accord, il faut qu'on marche vraiment en silhouette. Enfin, c'est très important. C'est ça. Après, c'est un des fondamentaux du dessin, hein, mais là, c'est encore plus applicable, quoi. Donc, autant pour les cartes personnages, actions, ça, c'est en silhouette. Mais pour les cartes décors, c'est autre. Hein. Là, on travaille en subnail. Donc, subnail, qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas? C'est des croquis en noir et blanc de juste la composition en fait des volumes, de ce à quoi peut ressembler le décor en fait. Donc, c'est des compositions qui sont faites au lasso, juste au lasso pur, avec peut-être un peu plus de volume pour les ambiances, les lumières, etc. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a des dessins de moi et de Pilou. Et en fait, on est obligé de passer par là pour faire les décors, quoi. Sinon, si on part d'une feuille blanche et on pose juste les assets au pif, ça sera pas réfléchi en fait comme décor. Ouais, c'est ça. C'est une manière, c'est un brouillon en fait, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est pareil, très utilisé dans le dessin, mais nous on l'a très vite mis en place systématiquement pour faire valider, parce que déjà on a énormément de cartes à produire. Si possible, il faudrait qu'elles soient pas trop répétitives et qu'elles racontent quelque chose à chaque fois, ou en tout cas qui s'en dégage une ambiance, et qu'elles restent surtout claires, parce que sur le board, elles sont pas si grandes que ça. C'est les cartes les plus grandes quand même sur le board, mais elles sont pas si grandes que ça à l'écran, surtout sur si on imagine le jeu sur Switch ou sur tablette. Et du coup, il faut que ce soit des cartes qui soient très 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 lisibles, très rapidement, et on ne peut pas commencer un décor sans cette réflexion de dire d'accord, on va le faire en noir et blanc, on va d'abord réfléchir à la composition, aux grosses masses, et c'est pas toi la grosse masse. Pardon, ça alors. Merci, j'apprécie. C'est une vanne qu'on a entre nous à Alchemy, cherchez pas. C'est toi la grosse carte aussi, enfin tout ce que tu veux. Voilà, exactement. Ah ouais. Okay, d'accord. Et du coup, pour en revenir en décor, c'est aussi important de savoir où va se poser l'œil en fait. C'est une des grosses priorités sur les cartes décor, c'est il faut qu'on puisse diriger le regard facilement. D'où l'intérêt vraiment de faire des croquis en amont
Et du coup, si ça marche en petit, en thumbnail, et qu'on s'y tient, c'est-à-dire qu'au moment de faire le décor final, on respecte au plus possible la simplicité du thumbnail, ses masses en valeur, etc., ça fonctionnera. Ça restera lisible, ça sera lisible. Donc voilà, on a mis en place ce process de dire pour chaque décor, on passe d'abord par une étape de validation, à se dire ok, ça marche comme ça, maintenant le décor final, il faut qu'il ait cette simplicité de composition et que ça continue comme ça, même dans le décor final, quoi. Exactement. Et on a oublié de préciser, c'est un petit truc, j'en profite, c'est que on a très vite pris le parti de dessiner les cartes en vue à la première personne. Pour des ouais j'ai oublié de le dire dans la genèse. Du coup on a très vite pris le parti de dessiner les cartes décors en vue à la première personne pour des raisons d'immersion, tout simplement, hein. On joue des personnages qui sont dans ce monde, on va pas commencer à dessiner des trucs en contre-plongée, une ville vue de loin, etc. On a envie que les gens soient immergés dans l'univers comme le sont les personnages, et du coup on fait tout comme si on était à la vue des personnages, ce qui est quelque chose de très très bien techniquement, parce que justement les assets, du coup on n'a pas besoin de faire des assets qui sont vus en plongée, contre-plongée, etc. On est toujours dans des perces à peu près à vue d'œil. C'est ça, du coup les assets peuvent vraiment se mettre partout en fait, il n'y a pas de souci de point de vue vraiment. Et du coup pour en revenir sur les décors, c'est vrai que les thumbnails sont aussi importants pour mettre une intention. Et si on a une intention de lieu ultra clos, ultra fermé, ou au contraire vachement dégagé, ça nous permet d'avoir un recul là-dessus. Et on peut voir que on joue sur les avant-plans en fait, qui sont vachement narratifs en fait, hein. Les avant-plans permettent vraiment de nous mettre dans le décor, donc ils sont plus ou moins présents, hein. Et en fait c'est un petit reste de la frise de tes premières recherches, hein, oui c'est ça, et au final ça plonge encore plus dans l'immersion. Donc là on peut voir vraiment la différence entre le thumbnail de base et le produit fini, si je peux dire entre guillemets. Et ce qui est sympa aussi avec les thumbnails, c'est que c'est un jeu de va-et-vient en fait. On fait des assets, on les met dans les décors, et des fois avec les thumbnails ça nous donne des idées pour d'autres assets. Du coup on fait des assets après en fonction des thumbnails. Mais ça c'est vachement marrant aussi, c'est vraiment un jeu de va-et-vient non-stop. Ouais, on alimente la banque d'assets en fonction des besoins. Si à un moment il y a un thumbnail pour un décor qui marche bien et on se dit d'accord, ça on n'a pas l'asset qu'il faut et on risque de pouvoir l'utiliser souvent dans les décors, bim, on fait un asset en plus, quoi. Alors du coup là on va arriver à la partie le jeu de plateau. C'est ça, donc en fait une des choses qu'on a très vite eu envie de faire avec l'équipe, c'était d'avoir un feeling de jeu de plateau, qu'on soit vraiment en train de jouer un jeu de plateau et pas qu'avec des cartes. Et ça va se transmettre dans absolument quasiment tous les choix qu'on a fait en termes d'interface etc. Et du coup c'était une des autres contraintes, parce que mine de rien on fait un jeu vidéo, on fait pas un jeu de plateau, et on a à notre disposition l'outil jeu vidéo qui permet de faire bien plus qu'un jeu de plateau. Comment manier tout ça? C'est ça, et allier les deux en fait. Donc le jeu se divise un peu en deux grosses parties. Donc ça c'est l'écran où c'est la world map. Donc en fait c'est, comme vous avez pu voir avant, les cartes de tarot, c'est là où elles se posent en fait. Oui, c'est l'écran du choix des menus. Enfin, ouais, c'est le choix de mission. C'est le choix de mission. Ouais. Concrètement, c'est ça, même si c'est aussi des choix très scénaristiques. En fait, c'est aussi un choix scénaristique pour le joueur qui pourra pas tout faire en même temps. C'est ça exactement, et puis oui, suivant les choix qu'on peut faire dans le jeu, les cartes se retournent, changent d'illustration, il y en a d'autres qui se débloquent, il y en a qui se ferment, enfin c'est un chemin en fait. Exactement. Sous l'attrait de cartes de tarot. Donc ça c'est le premier point, et après quand on sélectionne une mission, on arrive sur le deuxième board. Et là, boum. Ouais, il y a beaucoup de choses, dis donc, mon Dieu. Alors cette screen là, c'est le board le plus complet possible. C'est la situation qui arrivera très rarement dans le jeu. Oh oui, toutes les places des cartes sont prises en fait. Il y a tout qui est plein à craquer, il y a tout. Donc en fait, vaut mieux travailler comme ça, parce que si on a déjà la version full complet, tout le reste va passer en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Si ça passe avec le board blindé comme il sera jamais dans le jeu, si déjà ça reste à peu près lisible, c'est qu'il y a de grandes chances que on soit sur la bonne voie pour le reste du jeu, quoi. C'est ça exactement. Ouais. Du coup, un board c'est pas simple à faire, hein, ça demande un travail particulier, et un plus dans Forcel, c'est qu'il y a énormément d'informations, et au fur et à mesure des mois où j'étais à Alchemy, il y avait de plus en plus d'informations à mettre sur le board. Oui, ça serait bien de faire un jeton pour ça,
ça, ou faire un truc pour ça, tiens tu peux trouver un endroit pour mettre ça là, ok, d'accord. Alors du coup, comment harmoniser sans tout étouffer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc c'est un jeu en fait, entre les tailles des différents éléments, les informations numériques qui sont tout en blanc quasiment, un jeu de couleurs aussi pour que c'est hiérarchisé en fait les informations, ce qui nous saute en premier lieu aux yeux. Donc par exemple la vie qui est en rouge, et les choses un peu moins importantes qui sont peut-être les niveaux des cartes, etc. Donc c'est vraiment un jeu de va-et-vient, on essaye de disposer au mieux, etc. pour que ça soit pas trop étouffé, que ce soit lisible, que ça fasse pas mal aux yeux quoi. Ce qui est super important, c'est la hiérarchisation. C'est surtout toi qui t'es occupé de ça. Alors on mettait notre grain de sel de temps en temps, mais c'est toi qui as fait un gros boulot là-dessus de hiérarchisation des éléments. Et c'est vrai que ça joue sur beaucoup de choses, notamment d'un point de vue purement artistique, c'est aussi beaucoup sur la saturation des couleurs. Par exemple, ce rouge très saturé avec un chiffre en blanc, c'est les points de vie, c'est ce qu'il y a de plus important quand on est en combat. Et du coup, boum, ça on le sature à mort, alors que le reste va être moins saturé pour moins arriver, va être sur une couche de hiérarchisation en dessous, parce que c'est un niveau qui est moins important au niveau des informations que le joueur a besoin, dont tu as besoin de joueur, pardon. Voilà, il y a tout un boulot de hiérarchisation à faire, et c'est pas évident. Ouais. Non, c'est pas évident du tout. Et c'est vrai qu'on peut trouver différents éléments. Donc, il y a des jetons, donc les jetons, ça fait vraiment côté palpable. On peut y jouer avec, on peut les toucher, ils vont se retourner. Donc c'est vraiment lui du jeu de plateau pur et dur, quoi. Et on peut trouver d'autres informations qui sont un peu plus discrètes, plus en avant-plan, plus sobre aussi. Qui là, ça a vraiment pas l'allure de jetons, quoi. Tu te sens pas de les toucher, etc. Et en fait, ça fait partie cette planche d'assets qui est ma grosse planche de recherche pour tous les trucs à mettre sur le plateau. Donc il y a des fails, il y a des trucs qui sont restés, etc. Donc oui, on peut voir qu'il y a des formats jetons et des formats pictos qui tranchent un peu avec le reste. Ça fait partie du truc, vous inquiétez pas. C'est parce que le jeu a littéralement 2 UI différentes. En fait. Il y a une UI diégétique, donc lui où il y a les jetons, les cartes et tout ça, c'est la table en bois, c'est joli, c'est beau, on a vraiment l'impression de jouer sur une table, quoi. Et il y a lui du jeu vidéo pur qui s'adresse vraiment aux joueurs, qui est à titre informatif pour donner des informations qui ne sont pas forcément sur la table, quoi. Donc ça relève surtout du flavor text, les petits textes de description des cartes, les valeurs numériques en fonction des cartes qu'on a en main, etc. Oui, c'est quand même un jeu à système, pas uniquement un système, mais c'est quand même un jeu à système. Et en général, les systèmes sont plutôt en UI écran, en tout cas les grandes lignes. Voilà tout ce qui s'adresse aux joueurs en fait. On peut dire que c'est vraiment à part égale, les deux UI en fait. Ouais. Le côté table et le côté jeu vidéo où tu as vraiment les textes de description et tout. Il y a aussi le codex que vous pouvez voir ici qui est vraiment la partie cachée de l'iceberg, si on peut dire, parce que ça va avoir une place énorme dans le jeu, parce que ça va résumer. C'est un glossaire en fait de toutes les cartes qu'il peut y avoir, de toutes les réactions qu'il peut y avoir dans telle situation, etc. C'est quelque chose à consulter non-stop. Donc pour trancher avec le reste. Avec l'ambiance du jeu, c'est noir, c'est simple, c'est blanc, c'est. Ouais, une UI très sobre qui vient pas en rajouter une couche en couleur de partout. C'est un jeu qui est déjà ultra fourni, quoi. C'est ça, ouais. Donc vous pouvez trancher entre 2 UI, mais 2 UI qui sont quand même vachement présentes à part égale dans le jeu. Donc ça, c'est pas commun dans les jeux, ça a pas trop été vu. Et voilà, donc c'est un travail en plus encore à gérer, parce qu'il faut que ça s'harmonise quand même, faut pas que ça tranche non plus à fond. Donc on est resté encore dans le noir qui est présent un peu partout dans les illustrations, etc. Mais c'est marrant en fait à faire comme travail, à jongler entre tout ça pour que tout s'harmonise et tout, c'est sympa. Et là, et alors là, on va faire un petit aparté. Donc on parle de cette fameuse frise qui est une idée fondatrice presque du jeu, de ces cartes lieux qui se succèdent et qui racontent une histoire. Il y a un moment où en fait on s'est rendu compte que c'était très joli et que c'était un truc auquel on tenait, mais que c'était en opposition avec ce qu'on avait envie de faire en termes de gameplay, ou en tout cas que ça laissait pas assez de liberté.
aux joueurs. On voulait un jeu d'exploration à plusieurs niveaux, pas que d'exploration géographique. Et en fait, ça, c'était un espèce de frein à l'exploration, d'avoir un seul deck qui se déroule de manière linéaire. Et du coup, à un moment, on a eu l'idée, bah oui, mais si on mettait plusieurs decks de lieu, en fait, le joueur peut aller à un moment, s'il veut, dans la forêt, et puis revenir en ville pour faire quelques trucs, et puis repartir dans sa mine, dans les tréfonds de sa mine pour aller faire je ne sais quel truc. Et du coup, bah ouais, en termes de gameplay, ça faisait sens, quoi. On avait envie de ça. Et à contre-cœur, on a décidé que cette frise, qui était pourtant très jolie et qui nous tenait vraiment beaucoup à cœur, bah on allait s'en séparer, voilà, pour laisser place à ce qu'on appelle maintenant le multi-deck. Donc avec ça, il y a eu un gros chamboulement à nouveau du enfin en tout cas de position des choses sur le board, etc. Il a fallu reprendre tout ça et trouver des solutions pour remettre des éléments en place, certains pions, etc. Pas forcément évident. Non, du tout. Parce que c'est vrai que la frise avant, bah oui, comme tu dis, c'était joli, mais c'est vrai que les 3/4 ne servaient plus à rien en fait. C'était juste vraiment pour montrer le cheminement de l'aventure. Oui, alors on avait quelques idées de gameplay à se dire on pourra rejouer quelques revenir cartes, sur nos pas et tout. Peut-être oui, revenir sur nos pas, etc. Donc c'était pas qu'une réminiscence du passé, de ce qu'on venait de faire. Il y avait des éléments de gameplay dessus, mais pas suffisant plus contraignant qu'autre chose. Plus contraignant qu'autre chose et pas qui légitimait pas de garder ça en fait. C'est ça. Donc ouais, on s'en est débarrassé pour mettre au final 4 decks. Au maximum, tu l'as dit, ouais, au maximum. Comme tu l'as dit, le joueur pourra aller et venir dans les decks en fonction de ce qu'il tire, etc. Mais voilà, donc du coup ça a entraîné, ça a renforcé les mécaniques de gameplay qu'on voulait à la base en fait, que la frise pouvait pas vraiment nous procurer. Et du coup, ça a demandé aussi une nouvelle réflexion sur le board et la mise en page et tout le tralala. Ah oui, on est passé par plein d'étapes. Je me souviens, on s'et dit, alors est-ce que les décors, on les met pas en paysage ? Ça, c'était nous, parce qu'on en avait marre de faire des décors en portrait. C'est clair. Et au final, non, ça le faisait pas, on perdait trop de place, etc. Mais du coup, ça demandait énormément de réflexion encore sur le sujet. Bon, on a réussi à trouver un compromis, donc là pour l'instant ça passe, on verra bien si ça bouge encore par la suite, mais je pense qu'on a déjà une bonne base pour continuer, quoi. Ouais. Non, mais je pense que ça va bien marcher. Et puis bon, du coup, moi ce que j'aime bien dans ce choix-là, il y a un truc que j'aime bien quand même. Enfin, j'aime tout, mais il y a eu un intérêt, je trouve, c'est qu'on a pu grossir la carte sur laquelle on est. Oui, c'est vrai. Du coup, on apprécie plus le décor en fait. C'est ça. Et il y a ce côté, on est vraiment dans ce lieu-là en ce moment, et on apprécie peut-être plus l'illustration. Et ça, c'est cool. Donc au final, ça compense un peu avec le côté frise d'avant, quoi. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que Fortale sera adapté sur différentes plateformes. Donc l'iPad notamment et PC ou Switch. Donc ça fait des ratios 4/3 et 16/9. Donc là c'est encore une autre prise de tête en fait de comment adapter d'un format à l'autre. Et parce que du coup faut bien sûr que ce soit pas trop différent, faut que ça reste totalement cohérent entre les deux plateformes et qu'on ait vraiment l'impression de jouer au même jeu. Mais ça demande quelques réflexions en plus, notamment pour la taille des assets qu'il y a sur le board. Je sais qu'au début on avait commencé à bosser en 16/9, donc la taille standard des decks, etc. Mais on peut se rendre compte que sur le ratio 4/3, la taille des decks sont beaucoup plus petits, et notamment les informations ici, etc. Enfin, c'était un jeu du coup de ça on réduit pas, ça on laisse à la même taille, etc. Notamment aussi les jetons feu de camp qu'on peut trouver ici, qui sont plus dans le coin, encore cachés, mais ils sont quand même encore visibles, etc. C'était un petit jeu encore de va-et-vient, voilà. Mais toujours aussi intéressant à faire, c'est assez ludique en fait à faire, un peu un puzzle en mode vas-y on va trouver la solution, on fait ça comme ça, etc. Ouais, c'est du problem solving comme on dit, mais du coup il y a eu aussi une histoire on va reculer un peu la caméra, aussi, oui, c'est vrai. On trouve des bidouilles qui sont simples et qui demandent pas à ce que le jeu soit entièrement repensé et refait pour une autre machine. Et du coup c'est un truc qu'on a gardé à l'esprit tout le long en fait. Tout le long il faut penser à ces deux supports. C'est ça. Voilà. Donc c'est aussi une contrainte en fait, d'avoir plusieurs plateformes, mais on a essayé tant bien que mal à trouver la solution pour l'instant. Donc, je pense que ça fonctionne. Et puis on va entamer la dernière partie de cette conférence, de ce petit talk. Je pense qu'on est dans les temps, à peu près.
Et du coup, on a dépassé un peu, mais c'est pas grave. On va parler d'une dernière chose qui est la technique au service de l'artistique. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais vous avez pu le voir dans la vidéo d'intro ou dans les différentes screens du jeu. C'est qu'on a eu toujours cette volonté de dire oui, bon, alors on veut un board game, on veut quelque chose qui est un feeling board game, qui raconte, etc. Bref. Mais on a aussi envie de se servir de tous ces outils qui sont à notre disposition pour raconter une histoire via un moteur 3D, etc. On bosse sur Unity, hein, on l'avait pas précisé, mais et du coup on avait très envie que le joueur s'immerge réellement et en plus du board game, que l'imaginaire du joueur vienne un petit peu envahir la table de jeu. Via les lumières, par exemple, les ambiances lumineuses, via des éléments qui viennent se mettre sur le board selon le lieu dans lequel on est. Par exemple, quand on est dans la forêt, on va sentir les feuilles, les ombres des feuilles qui va volter comme ça, des petites particules de pollen, peu importe. Quand on est dans la mine, on est éclairé à la lanterne, etc. On voulait ce genre de choses qui s'adaptent au voyage du joueur pour l'immersion. Et du coup, il a fallu trouver des techniques. Alors, on ne va pas rentrer du tout dans les détails techniques de shader, de tout ça, mais c'était quelque chose qui est quand même important et qui quand même compte beaucoup dans la direction artistique du jeu. Et pour ça, du coup, on va passer quelques petites vidéos. Et donc moi, je me suis beaucoup occupé de ça. J'ai eu toute une partie de la production jusqu'à maintenant, où j'ai fait des essais d'abord sur 3D Studio Max, tout en gardant à l'esprit les contraintes qu'il y aurait une fois dans Unity, que ce soit faisable après en intégrant dans le moteur de jeu. Donc j'ai fait beaucoup d'essais de lumière, j'ai commencé à poser des ambiances, etc., à me dire et si je rajoutais des petites feuilles qui passent, et si je rajoutais je sais pas, des toiles d'araignée, et si dans la mine ou dans les endroits sombres on était éclairé à la lanterne. Donc j'ai fait des tests comme ça sur 3ds Studio Max, et puis à un moment, quand on a commencé à avoir la première scène Unity, à poser les premiers assets, alors que la logique du jeu n'était même pas encore codée, moi je sais que je me suis attelé à ça directement. En fait, j'ai créé la première scène Unity et j'ai commencé à essayer de bosser les ambiances parce que c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur et qui, je pense, va faire partie intégrante du jeu et de sa qualité, en tout cas d'immersion, et sa faculté à raconter des histoires. C'est quelque chose qui, en tout cas, et puis que j'adore faire en plus. Donc du coup, voilà, je me suis collé à ça, et c'était super intéressant. Et à ce sujet, c'est Alain qui a développé plein de choses au niveau technique. Donc là, on va passer les détails techniques, mais en fait, on utilise quelque chose qui est très rigolo, qu'on appelle le cookie. En fait, c'est de la fausse lumière. Alors, il y a des vraies lumières dans le jeu, il y a des vraies lumières qui viennent éclairer le board, etc. Mais il y a aussi toute une partie qui est une couche complètement fake. On rend dans une autre scène des textures qui sont utilisées, qui sont dessinées sur Photoshop, que je dessine sur Photoshop, et qui vont être utilisées comme projection, comme de la fausse lumière sur le jeu. Ce qui nous permet, en fait, c'est ce qui est très pratique, c'est que c'est très facile à utiliser pour un artiste. C'est quelque chose qui est très peu technique. Il a juste à dessiner sa texture, à savoir où il va, et puis à voir ce que ça donne une fois dans le jeu, une fois dans le moteur. C'est très rapide, c'est juste une texture à swapper ou à mettre à jour, et puis on voit ce que ça donne. Donc on peut y ajouter des couleurs, dire ici je vais mettre plus d'orange, j'ai envie que ce soit plus chaleureux, comme s'il y avait des rayons de soleil qui passaient. Ici je vais mettre des ombres, ici, etc., etc., etc. Et puis ajouter à ça quelques lumières dynamiques dans le jeu pour les ombres. Voilà, on a évidemment des normal maps, on a plein de choses comme ça, hein. On a des systèmes de shading pour les pions qui sont basés sur des matcaps aussi, pour ceux à qui ça parlera. J'avais dit que je rentrais pas dans les détails techniques, mais ça fera plaisir à ceux qui connaissent. Tu t'égares. Ça fera plaisir à ceux qui connaissent, et puis ça rend hommage au travail de Christophe et d'Alain qui sont de grands tech artistes, qui font des choses fabuleuses. Big up à eux. Big up, ouais. Et du coup, Alain a mis en place tout ce système de cookies qui m'a permis, moi, très rapidement de mettre en place ces ambiances et de pouvoir tester plein de choses. Et c'était vraiment super cool. Et c'est rigolo de voir cette espèce d'ombre. Vous voyez, les ombres des passants qui sont pas définitives, ce sera évidemment des animaux, qui sont un espèce de modèle 3D qui marche complètement à 90 degrés, qui passe devant la caméra et qui est rendu comme si c'était une ombre. Voilà, on triche complètement avec la 3D.
mais on s'en fout parce qu'on est en caméra fixe et du coup ça marche nickel et c'est un plaisir à utiliser ces petits outils. Une autre petite vidéo qui parle d'un shader qu'a développé Alain, qui était très important et qui va quelque part avec la contrainte de la lisibilité, c'est que très vite on s'est rendu compte que toutes ces cartes, quand on y mettait les ambiances, quand on était dans une ambiance sombre ou au contraire dans une ambiance très lumineuse, elles avaient tendance soit à cramer à la lumière, soit à être beaucoup trop dans l'ombre et du coup plus visible et plus lisible pour le jeu. Du coup, Alain a développé un espèce de petit shader qui permet à la carte de s'adapter à comment elle est éclairée sur le board et à quel endroit, et qui permet de garder sa luminance et ses couleurs d'origine malgré le niveau de lumière et les couleurs avec lesquelles elles sont éclairées. Et du coup, comme ça, on arrive à trouver une homogénéité entre les couleurs de base des cartes qu'on a dessinées vraiment dans les illustrations et qui sont quand même renforcées par cette espèce d'ambiance qui vient par-dessus, sans en gâcher en tout cas leur illustration de base. Voilà, et puis une dernière petite vidéo quand même qui va avec tout ça aussi et également avec cette contrainte du board game, de ce feeling board game. Christophe a commencé à travailler sur des FX de cartes quand on les attaque, quand on les utilise, etc. Et on avait cette volonté de dire on est dans un monde qui est pas magique, très peu. Et on avait cette volonté de dire ce sont des cartes, elles sont matérielles, on est en train de jouer avec des cartes et du coup si on les attaque, pourquoi on mettrait pas un coup d'épée et du coup elles se déchirent un peu ou elles se froissent, elles se brûlent, etc. Et c'était toujours dans cette optique de dire on a envie qu'on ait l'impression d'avoir des vraies cartes, on a cette sensation de manipuler un vrai de vrais objets, quoi, un vrai board game. Et du coup Christophe a bossé sur ces FX qui sont top. Et puis tout ça, normalement, ça devrait donner un jeu d'ici quelques temps, parce que je vous le rappelle, on est qu'au prototype, qui sera fini dans peu de temps. Le jeu, on ne prévoit pas de le sortir avant l'année prochaine. Ah, on n'a pas montré le plus important. Ah non, le plus important, la conclusion quand même. Ouais, la conclusion. C'est que, ce qu'il faut retenir de cette conférence, t'as marqué quoi de chiens. C'est important. Oui, mais nos chiens sont les meilleurs, de toute façon, que tu comptes dire. Le mien surtout, non? Non, je pense le mien plus. Ah, mais le mien est plus mignon. Ouais, mais le mien, il fait du cosplay quand même. Ah putain, j'avoue, le tien, il fait du cosplay quand même. Non, mais je crois qu'en fait, ils sont à égalité. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ouais. Okay. Allez, on va dire ça, parce que sinon, on va pas se batailler pendant 10 minutes avec des gens qui attendent, tu vois, donc on va éviter. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence. J'étais ravi de faire ça avec toi, Anaïs, c'est cool. De même, ravi. Et puis, on se retrouve tout de suite pour des questions, c'est ça, si j'ai bien compris, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous pouvez nous essayer de questions, tout ce que vous voulez, on va répondre, il n'y a pas de souci. Et alors, surtout, et je vois qu'on a oublié quelque chose, donc je vais le préciser à l'oral. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux le compte sur Twitter Fortales Game. Voilà, je pense que. C'est pas bête ça. Ouais, mais je pense qu'il y aura les infos du côté d'Adon. Fortales Game, et puis voilà. Et puis on donnera aussi peut-être nos infos sur nos réseaux à nous deux. Ouais, carrément. S'il faut après. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors, tout le monde, il faut juste que je relance. Hop. Démarrer la vidéo. Et le plein écran. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui. Est-ce que tu nous entends? Eh oui, rebonjour. Voilà. Que demande le peuple? Merci beaucoup pour cette présentation. Et je sais pas si vous regardez le chat, mais les gens sont en train de vous applaudir parce que vraiment. Non, on regarde pas le chat. C'était bluffant. Voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Je parle au nom des gens, ou en tout cas en mon nom propre. J'avais déjà craqué en voyant les premiers petits gifs qui tournaient sur Twitter. C'est sublime. Voilà. Donc vraiment. On est ravis. Gros boulot, quoi. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe un petit peu à des questions, si vous voulez. Comme ça, on va pouvoir enchaîner. Il nous reste une petite demi-heure. Donc sur le chat, évidemment, si vous avez d'autres questions, l'équipe de modération est récupérée. Ça a été classé parce qu'ils nous classent ça par petite catégorie. On va parler de création. Ouais. Et donc ça, a priori, pour Clap. Pierre Vincent, tu as passé combien de temps? Non, c'est Pilou. Ouais. C'est Pilou. C'est Pilou maintenant, c'est ouais, non, mais j'ai. C'est l'ancienne époque. Personnalité, c'est incroyable. Tu as passé combien de temps sur la partie recherche? Je pense que c'était au moment de l'ouverture de la vidéo quand tu parlais de la partie où tu étais un peu tout seul au début.
Oui, avant qu'Anaïs arrive. Ce qui a beaucoup changé le scope du jeu, hein. On ne s'attendait pas à faire un jeu aussi joli. Voilà. Euh, L'arrivée d'Anaïs nous a permis ça. J'ai passé, alors c'est un peu compliqué à expliquer ou en tout cas à quantifier parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Alchemy, on fait de nos jeux indépendants, mais on travaille aussi beaucoup en sous-traitance pour d'autres choses. Du coup, c'était une espèce de jonglerie entre je repasse sur un peu les idées pour Four Tales et les recherches graphiques et je bosse pour les clients. Du coup, c'est un peu compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que le jeu a germé en mai de l'année dernière. Donc ça s'est étalé, mais c'était pas du tout en plein temps, quoi. Et Anaïs est arrivée en avril. Non, en du tout en mai. juillet. Je dis n'importe quoi. Oui. Pas mai de T'es l'année en dernière. direct, là, c'est plus une vidéo, c'est signé. Le Hein, temps il faut- passe, le temps passe beaucoup trop vite. Donc non, Oui, je c'est saurais. vrai. Non, je suis arrivée le N'importe 1er juillet l'année dernière. Ouais, bah, j'ai aucune notion du temps, mais je pense qu'il y a eu quand même pas mal de mois sur les recherches tout seul, mais encore une fois, c'était vraiment de temps en temps quand il n'y avait pas de projet de client, quoi. Donc ça a Ok. été assez long. Et en même temps, à côté, il y avait les idées de game design qui commençaient à arriver, l'univers, on en discutait entre nous, et tout ça s'alimentait, en fait. Ça a été un processus assez long. Ok. Alors, petite autre question. Comment se passe la relation entre graphiste et scénariste qui influence l'autre? L'autre, pardon. Moi, je dirais les deux, personnellement. La question, c'est quoi exactement, pardon? Comment se passe la relation entre les graphistes, a priori vous deux, et les Ah oui. scénaristes, les autres? Alors, au niveau du scénario, il faut savoir qu'on a travaillé pour le prototype avec Emmanuel, qui est un narrative designer. En fait, je pense que c'est les deux. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à bosser sans narration. Et évidemment, quand Emmanuel est arrivé ou qu'on a commencé à vraiment se poser sur la narration, ça alimentait beaucoup et c'était beaucoup plus simple pour nous de designer des personnages parce que dès qu'ils sont écrits, on a un caractère déjà, quoi. On sait comment les dessiner pour retransmettre leur caractère, etc. dans le dessin, quoi. Donc ça s'alimente, même si pour l'instant ça a été surtout le dessin d'abord. Mais dès que la narration a commencé à arriver, là par contre, ça nous a beaucoup alimenté pour créer les personnages. D'accord. Je vais prendre une petite question qui permet de rebondir là-dessus. À quel point vous êtes dépendant du game design pour commencer la production des assets? Donc vous y avez déjà un peu répondu. Là, en gros, là, vous avez répondu sur le fait que une fois que vous avez des personnages qui sont écrits, ça vous permet de les imaginer et de faire du design. Est-ce que vous êtes dépendant à ce moment-là, je vais reformuler la question, du game design, donc des systèmes, des règles, pour pouvoir commencer la production des éléments graphiques? Tu veux répondre, Anaïs? Oui, si tu veux, personnellement, je trouve qu'on n'est pas vraiment dépendant dans le sens où, pour l'instant, pour ce qui est des assets, des décors et tout, on a un peu pris les trucs de base, en fait, vraiment la forêt, la ville et tout ça, donc on joue pas trop la carte du danger, si je peux dire. Enfin, c'est des trucs qui passeront partout, donc pour l'instant, on en a là. Après, pour ce qui est vraiment du scénario pur, y a rien qui est vraiment abouti, en fait, donc on verra à l'avenir, mais... Ouais, il y a eu une grosse phase en fait où on a produit surtout des illustrations et des choses qui étaient génériques, comme dit Anaïs. On savait C'est qu'on ça. voulait de la forêt, qu'il y aurait des cartes génériques de forêt. On trouvera bien quel rang compte mettre dessus. Qu'il y aurait des cartes génériques de ville, qu'il y aurait des cartes génériques de tel biome. Donc on avait beaucoup de marge de manœuvre, on pouvait produire plein de choses. Et quand la narration a commencé à arriver, là, on a pu commencer à produire des cartes un peu uniques liées au moment clé du scénario, etc. etc. Tac. Alors, on va rester toujours sur ces histoires de création. Alors, une question rapide, pardon. Est-ce que les cartes de lieu n'auraient pas pu être posées à l'horizontale afin de pallier les limites du format portrait dont vous parliez? Non, parce qu'au début, on partait vraiment, on avait encore ce côté, il faut faire une frise avec le truc qu'on a dû abandonner, mais au début, on partait sur la frise, sauf que une frise avec des cartes, un format paysage, en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes affichées à l'écran, donc au final, ça le faisait pas, quoi. Ouais, non, de toute Et au façon, final, oui, c'est vrai que le format paysage, c'est mieux pour le décor en lui-même, mais c'est vachement contraignant sur le plateau parce que ça prend énormément de place comparé au format portrait, donc au final, non, c'est pas possible. ouais, puis vous C'est l'avez ça. dit dès le début, vous aviez envisagé de pouvoir faire le jeu aussi en 4 tiers. Oui, Donc aussi. ça limite d'un coup énormément la place que C'est vous ça. avez à disposition, quoi. Voilà, c'était une contrainte purement liée à la taille du board, quoi. Mm.
Une question sur les ambiances. Je pense que des ambiances du board, ça doit être ça. Vous préparez une même couleur d'ambiance pour les décors, vous en faites plusieurs. Alors peut-être que la question a été posée avant les petites vidéos de la fin, c'est possible. Vous montriez les ambiances rajoutées sous Max après. Alors, on parle des ambiances lumineuses, pas des ambiances dans les cartes, c'est ça? Ouais. On en prépare plusieurs et c'est, on va dire, géré par biome. Alors, on appelle ça des biomes, mais en gros, l'ambiance lumineuse va être différente si on est dans la forêt, si on est dans la ville, si on est dans la mine, s'il se passe quelque chose scénaristiquement. En fait, on travaille comme ça, soit par biome, soit par narration. Et D'accord. donc, on en a plusieurs et ils sont dynamiques. C'est-à-dire que quand on arrive dans une carte de forêt, l'ambiance va changer. Les feuilles vont arriver, les ombres des feuilles, le son va changer et hop, on est dans la forêt, quoi. D'accord. Alors, une autre petite question. Est-ce que vous faites beaucoup de mise en perspective, j'imagine? C'est juste écrit pers, des textures. Oui, assez quand même. Bah après, on fait à la limite de... si on fait trop, en fait, et ben, à un moment, on verra que c'est totalement plat et que c'est pas fait pour. Donc on joue à la limite avec ça, mais ouais, c'est vrai que les assets sont un peu... pas tordus, mais on les fout un peu dans tous les sens et tout pour que ça passe bien. Donc ouais, on joue pas mal avec la perse quand même. D'accord. Oui, et puis on se laisse une marge de manœuvre dans le sens où si ça passe plus, que ça se sent que c'est une vieille perspective sur Photoshop, que l'asset on l'a mis en perse, on Au le pire, on retouche un petit retravaille. peu. Ouais, c'est ça. D'accord. Et une petite question plutôt sur de la localisation. Comment vous comptez gérer la localisation pour les noms des personnages? Je pense que c'était quelqu'un qui réagissait au nom Volpin, qui marche bien en français. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez gérer en interne, que vous allez externaliser la loca? Alors, Peut-être que vous en avez pas parlé encore. voilà, on en est au prototype, donc pour On n'en l'instant, sait rien. on n'en a aucune idée. Vous êtes là, vous enfin, je sais pas moi, quand je vois le rendu, déjà le niveau de qualité des cartes et des décors, j'appelle plus ça un proto, mais très bien. Alors il y a tout un tas de petites questions diverses. On va faire comme ça une espèce de petite parenthèse, une question directement pour Anaïs. Quelles études as-tu fait pour être aussi bonne en dessin? Que me conseilles-tu pour progresser dans le dessin et comment adopter ce style entre guillemets Disney? Eh ben, déjà, merci beaucoup. Je suis contente que ça te plaise. De deux, j'ai fait 3 ans à l'école Pivot en illustration à Nantes. J'en suis ressortie diplômée. Et après ça, bah, déjà, je peux pas vraiment conseiller sur le style Disney parce qu'avant d'arriver à Alchemy, je le faisais pas du tout. Je savais pas du tout faire ça. Donc j'ai un peu appris sur le tas grâce à Pilou. Et après, bah, le dessin, c'est un travail de longue haleine, hein. Il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas de raccourci. Il faut travailler non-stop et travailler son œil et manger plein de références d'artistes que tu aimes bien, etc. Tu te nourris de tout ça, puis après, au fil du temps, ça se fait en fait. Mais il faut travailler, quoi. Voilà. Il n'y a pas vraiment de secret. Voilà, la bonne vieille légende du forgeron. C'est C'est ça, le- exactement, ouais. En fait, c'est ce truc, ce mythe du don. Alors oui, il y a peut-être des petites prédispositions, mais le don, non. Enfin, Du travail. c'est surtout du boulot. Alors ça, celle-là, je peux y répondre. Le jeu est développé avec quel langage? Du coup, c'est fait sous Unity, c'est ça? Vous avez, Oui. vous Oui, utilisez c'est des trucs Unity, ouais. particuliers en plus, peut-être? Je sais pas, c'était peut-être une question purement technique. Non, mais on est sur Unity. Je sais qu'il y a un système d'animation qui est un peu externe. Alors ça, c'est Alain qui pourrait peut-être plus en parler. Enfin, je vois ce que c'est, mais je me souviens plus du nom. Il va peut-être le drop dans le Dans chat. le chat, ouais, je suis en train de surveiller de l'œil, du coin de l'œil. C'est ce qui permet en fait d'animer les cartes dynamiquement. C'est-à-dire que si à un moment dans la prod, on se rend compte qu'on veut changer quelque chose de place, les cartes, elles sont codées pour dire elles viennent de ce deck-là et elles vont se poser là-bas. Mais si on veut changer le là-bas à un moment dans la prod parce qu'on se rend compte que ça va pas, les animations, si elles sont faites à la main, c'est mort. Il faut les refaire. Là, c'est pas le cas. C'est un espèce d'animation procédurale, enfin en tout cas en code, qui du coup permet de s'adapter et qui sont dynamiques via des positions sur le board. Et il a effectivement répondu sur le chat. C'est du C# et on utilise pas mal de Dotwin, comme beaucoup Dotwin, de gens. c'est ça. Voilà. Il nous a C'est ça, répondu ça, Dotwin. Alain. D'ailleurs, son créateur aura un talk à Adon tout bientôt. Non, dire, Bah, parfait. toute cette synergie qui se crée, c'est incroyable. Et une autre petite question diverse, c'était marqué: est-ce que vous pourrez faire un breakdown des FX des cartes? Voilà. Ce à quoi moi je répondrais Camoulox, mais je pense que vous avez une réponse un peu plus travaillée que ça. Alors, c'est simple, les FX des cartes que vous avez vues jusqu'à maintenant sont fake. C'est-à-dire que c'est du After Effects.
fait par Christophe, mais Christophe fait du FX en temps réel, hein, dans des moteurs 3D. Donc du coup, ils sont pensés sur After Effects avec les contraintes et ils savent très bien comment ils vont être produits ensuite avec la même qualité in-engine. D'accord. Ouais, donc pour l'instant, c'est du fake, et puis bah, petit à petit, ça va devenir le vrai jeu, ça va arriver dans le moteur. Christophe est un gros fake. C'est un gros fake, ouais. Non, mais je le vois écrire sur le chat. Oui, on Et il a va compris répondre que c'est vous toi le gros balanciez fake, tout ça. des Voilà. vannes entre vous. C'est Euh, parti. On va arriver au petit tas de questions sur le jeu en lui-même, parce que vous en avez pas forcément beaucoup parlé, donc c'est pour ça que j'avais gardé ça pour la fin. Une facile pour l'instant. Fortale, est-ce que c'est un jeu PVP, PVE, free-to-play Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez déjà communiquer ou pas encore? Bon, oui, je pense. Tu veux répondre, Anaïs? Oui, bah, c'est un jeu pour l'instant qui est prévu entièrement solo. Pas de multi qui est prévu. Pas du Voilà. tout. Non, c'est pas du tout un jeu multi, c'est un jeu complètement solo et narratif, d'aventure. C'est ça. Alors ça, c'est une autre question qu'on avait eue assez tôt dans la petite vidéo. Est-ce qu'il serait envisageable de laisser les joueurs agencer le board comme ils ou elles l'entendent? Ça avait été en pourparlers, enfin au tout début, on s'était dit que ça pouvait être marrant si les joueurs ils pouvaient interagir avec les jetons, les foutre un peu n'importe où, etc. Mais il y a un moment où en fait, déjà personnellement c'est Dawa pour faire le board bien casé et tout. Alors si en plus les gens ils foutaient le bazar là-dedans, je pense que eux-mêmes, je sais même pas s'ils arriveraient à s'y retrouver bien. Enfin, Il y aurait 40 000 cartes sur l'écran. ouais, c'est ça, ça Ouais, serait un ouais. peu n'importe quoi. Oui, au Et puis final, techniquement, c'est très difficile à faire. D'accord. Alors une question sur l'interface utilisateur. Est-ce que lui a une hiérarchie d'informations de prévues pour faciliter la mise en place d'un tutoriel dans une progression logique pour un néophyte? Vous avez moi je 2 dirais heures. oui. Oui, complètement. Yes. Oui, le jeu est fait. Il y a un tuto au début, etc. En fait, on l'a dit un tout petit peu pendant la conférence, mais c'est un jeu qu'on veut vraiment basé sur la curiosité et l'expérimentation du joueur. C'est-à-dire que les cartes que vous voyez, les cartes actions, etc., la plupart sont très versatiles et peuvent être jouées aussi bien sur les alliés que sur les ennemis, enfin ennemis ou rencontres, hein, tout simplement, ou sur les lieux, ou sur les decks de recherche. On n'en a pas parlé, mais à gauche, c'est un deck de recherche, c'est-à-dire que si on a réussi à esquiver des combats ou qu'on a fait quelque chose de pas bien dans la ville, les gardes vont aller dans le deck de recherche, et si à un moment on refait une connerie, pouf, on nous remet les cartes du deck de recherche sur la tronche. Voilà. Donc en fait, c'est un jeu qui est beaucoup dans l'expérimentation, et on a envie que le joueur essaye les cartes et découvre lui-même, tiens, cette carte-là sur ce type de lieu ou sur ce type d'ennemi, qu'est-ce que ça fait? Voilà, et on veut plein de surprises là-dessus et des choses cachées. Donc évidemment, il y a un tuto, mais on a envie que le jeu soit fait pour qu'il y ait cette expérimentation, et c'est pour ça qu'il y a un codex qui est très important pour nous, qui va se remplir au fur et à mesure que le joueur peut consulter quand il veut, pour revoir ah, mais en fait, cette carte-là, sur cette carte-là, elle fait ça. D'accord. Alors j'ai une petite question qui va pas être plaisante, je suis désolé. Mais parce encore une fois, voilà, vous l'aviez pas dit en début de vidéo, donc c'est votre faute. Une fonction bonus qui permettra d'afficher la frise en fin d'aventure pour le plaisir. Donc ça a bien plu cette histoire de frise, j'ai l'impression. Bah, ça nous plaisait aussi. Après, je sais pas si on va vraiment mettre une option juste pour le plaisir des yeux, peut-être. Après, Ben, je me dis, mais en fait, c'est une Une très bonne espèce de idée. Enfin, je sais pas. bonus, tu vois, un truc à une récompense, je sais pas. On verra ce qu'elle en pense, mais à le dire comme ça me paraît être une bonne idée pour le panneau de fin de mission, en fait. Pour ouais, le coup. carrément, dans le cheminement avec tous les décors que t'as fait, ça peut être cool. Moi, je On va dis, voir. Alain, c'est une bonne idée. On vient de choper une bonne idée là. C'est On va ça. voir Alain, tu sais, qui va être comme ça. Très bien. Et ben, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous en avez d'autres sur le chat, moi je suis en train de les lire au fur et à mesure sur le document, mais il nous reste un petit quart d'heure, on peut continuer de discuter un petit peu du jeu. Est-ce que vous avez prévu un endroit dans le jeu pour contempler les cartes? Ça va un peu dans la même direction que ce qu'on vient de dire. Déjà, d'une, ouais, il y a le codex qui permet de vérifier quelle carte fait quoi sur quelle autre carte. Après, je pense qu'il y aura un petit coin bibliothèque où il y a vraiment toutes les cartes du jeu au fur et à mesure qu'on les découvre. Bah, normalement, dans le codex, ouais, ce sera prévu. On peut voir les cartes. Voilà. Ouais, Ouais. enfin, il y a le codex avec les infos de qui fait quoi, mais après, je sais pas s'il y aura un autre menu où t'as Bah, vraiment tout. non. Je pense que c'était plutôt Je sais une pas. question du genre, vous savez, comme ils font des fois dans les jeux japonais où tu as une espèce de modèle où tu peux tourner autour de la carte. Ah, d'accord. Peut-être une sorte de petit. C'est peut-être ça, hein, je me permets de pousser un peu la question Bah, de peut-être. Mio. C'est pas prévu pour le moment, mais effectivement, On ça est peut. ouvert à toute proposition. Parce que j'avais lu pas Ça mal de pourrait être. remarques de gens qui disaient que les dos de cartes étaient très sympas. Et je pense qu'il y a des joueurs de Hearthstone qui savent que le dos de cartes c'est très important. Mhm. Oui, c'est Donc, vrai. donc voilà.
On a une Même si question. nous, on est moins dans la collectionnite. On n'est pas dans la collectionnite de cartes et dans le skin, etc. Mais Oui, c'est parce que vrai du que les coup, autres. ça d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé. Vu que c'est un jeu plutôt narratif, c'est ça, c'est pas Slay the Spire, quoi. Voilà, pour résumer, on Ah, n'est pas pas dans du une tout. logique de roguelite Pas ou du quoi tout. que ce soit, où on refait une partie au Alors, bout de 10 minutes. alors si, il y a une partie roguelike dans le jeu. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, on se bat contre une prophétie. Et au bout d'une heure, on peut très bien avoir fait des choix qui nous mènent à une mauvaise fin. D'accord. Et la recommencer. Sauf qu'on recommence avec, et le personnage aussi, le savoir et les mémoires de nos parties d'avant. Donc du coup, ce qui avant n'apparaissait pas dans la première partie, par exemple, ce personnage-là, il fait ceci à tel moment de l'histoire, maintenant on le sait, donc on peut y aller directement, et ça va changer le cours de l'histoire. D'accord. Et comme ça, en fait, on va faire plusieurs parties pour essayer de trouver le bon cheminement Ouais. et les différentes fins contre cette prophétie. En fait, on veut que ce soit un jeu d'exploration et un jeu d'exploration aussi narratif. Un peu façon livre dont vous êtes le héros, j'ai envie de dire, Ouais, c'est ça, dans l'idée. avec une espèce de boucle temporelle en fait. Un peu. Voilà. Pas forcément die and retry dans le sens où, bon, voilà, c'est un peu arbitraire, mais juste pour essayer de comprendre un peu l'histoire. Et... C'est ça, en fait, c'est pas du tout punitif de mourir ou de pas réussir à finir l'histoire. L'idée, c'est qu'on a vu une des fins. Elle est peut-être bien, elle est peut-être pas bien, Mais on arrive au bout d'un truc. mais on arrive au bout d'un truc. Ok. Ça. Mais justement, j'ai une question sur l'histoire. Au niveau de l'histoire, avez-vous déjà quelque chose de concret? Si oui, allons-nous avoir des storylines différentes en fonction de choix ou une seule storyline? Du coup, bon, on a un peu répondu, enfin, vous venez Il y d'un en, peu de répondre. On en a, ouais, bah, c'est exactement ça. C'est un jeu qui va être, comment dire, très horizontal. C'est-à-dire qu'il peut être très rapidement fini, mais il y a énormément d'embranchements à découvrir et de choses à débloquer, que ce soit dans le gameplay des personnages à débloquer même, ou des arcs narratifs différents, des fins différentes, etc. D'accord. J'ai d'autres questions qui viennent d'arriver en direct. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris. La freeze, c'est un résumé. Ah, du même style qu'à la fin de The Outer Wild. Oui. C'était encore une question sur cette histoire de freeze. The Outer Worlds, et non pas The Outer Wilds, désolé, lapsus. Jouer à l'un, pas à l'autre. Et, On s'est tous trompés. ouais. Non, donc la freeze, je vais me permettre de répondre. En fait, ce que vous aviez fait, c'était l'idée d'avoir un avant-plan cohérent d'une carte à l'autre pour raconter un truc. Hein. C'était ça l'idée au départ, cette histoire de freeze. Ça a bien Ouais, plu aux c'était ça en gens, hein. fait. A priori, Bah, ça nous plaisait aussi, hein, on a le cœur brisé à parler de cette frise, mais ouais, ouais. ouais, c'était le but, c'était faire des avant-plans noirs qui, d'une carte à l'autre, enfin, collaient en fait, et du coup, ça faisait vraiment des transitions jolies entre toutes les cartes, même si c'était des biomes différents, il y avait une continuité et des transitions qui marchaient bien. C'était ça en fait. Alors j'avais déjà demandé, mais je sais pas si ça a été vu. Cette fois-ci, c'est bon. Ta question a été prise en compte. Mais j'aimerais vraiment savoir pour les codes couleurs des cartes, s'il y a une réflexion pour les daltoniens, car vous parliez de couleurs qui distinguent les éléments pour un daltonien. S'il n'y a pas d'autre élément autre que la couleur, on se retrouve pénalisé. En gros, est-ce que vous avez déjà anticipé un mode accessible au niveau des couleurs et de la visibilité? Ça a été un pourparler, mais pour l'instant, on n'a pas encore travaillé avec ça en fait. Pour Ouais. l'instant. Mais du coup, ça sera, voilà, ça sera dans les tuyaux. Ouais, on y pense, mais On y c'est vrai que pour pense. l'instant, on n'y a pas. On est conscient en tout cas. On n'a pas fait en fonction des daltoniens pour l'instant, c'est vrai que. Ouais. En même temps, si vous êtes à la phase de prototype, je pense qu'on peut aussi comprendre que vous en êtes encore un C'est peu au ça. début. Encore une Mais fois, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que le niveau de qualité déjà des rendus est tellement ouf que on a du mal à se dire que c'est du prototype, quoi. En fait, on dit prototype, on ne devrait pas dire prototype. On fait ce qu'on appelle une vertical slice. Voilà. Mm. Donc c'est vraiment une petite partie du jeu, mais avec une production value qui est proche du jeu final. C'est ça. Je commence à prendre les questions directement sur le chat. Ah non, il y en a une qui vient d'arriver. Avec vos expériences, combien de temps avez-vous passé en moyenne sur un asset, un personnage, une carte, recherche comprise? Si vous pouviez en gros peut-être faire un breakdown comme ça, le temps pour chaque élément, un décor, une carte, un de ces assets, la compo. Alors le but dans la production, c'est de faire au moins 2 cartes décor par jour, le max. Enfin, le mieux possible. Moi, je sais que personnellement, j'arrive à en torcher une et demie par jour. Donc pour ça, après, pour ce qui est des personnages, Pardon. le temps de faire le chara-design, le croquis, la colo, tout ça, oui, ça peut être un peu plus de 4 heures, je pense.
Et après, un asset, ça dépend de l'asset. Si c'est une grosse baraque, sachant que t'es pas à l'habitude avec faire des maisons, parce que c'est vraiment chiant à faire les maisons, ça peut te prendre la journée à réfléchir comment elle est foutue, etc. Ou si c'est juste un asset d'un tonneau, le tonneau, il est torché en 30 minutes, quoi. Ça dépend, en fait. Ouais, et puis alors ce qu'il faut voir en fait, c'est que c'est assez exponentiel. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, bah, plus on produit de cartes, plus on fait des assets, parce qu'on se dit, ah bah ouais, tiens, je vais refaire un arbre, et puis celui-là, il va pouvoir servir plein de fois. Plus on a d'assets, plus on fait les cartes vite. C'est ça, aussi. Donc il y a une espèce de, ouais, il y a une espèce de rythme de croisière qui s'installe. Et on va de plus en plus vite, et puis aussi parce qu'on prend en main le coup de crayon, la DA, puis qu'on est, on est plus à l'aise, quoi, c'est évident. Mais, Ouais, mais ça c'est un truc sur lequel tout le monde a tiqué, hein. D'ailleurs, je regardais le chat évidemment pendant la diffusion, l'idée d'utiliser des assets dans un jeu en 2D, ça paraissait presque comme une espèce de, tu sais, de petit coup de génie, alors qu'en fait ça paraît, quand on voit ce que ça donne en termes de composition, et qu'on se rend pas compte que c'est le même fauteuil, la même citrouille, le même petit tabouret, etc., ça marche ultra bien effectivement. Alors, une question qui vient d'arriver de Opure. En tant que graphiste, on vous recrute pour votre style ou vous savez vous adapter à d'autres styles, même si ça vous plaît moins? Tiens, ça, vous en aviez parlé un petit peu en début de... Moi, personnellement, ouais, je le disais, j'ai l'avantage d'être polyvalente, du coup, je peux m'adapter très facilement, en fait. Après, je sais pas si c'est vraiment pour ça qu'on m'a recruté, mais voilà, pour l'instant, ouais, moi, c'est un de mes avantages. Donc, moi, je peux m'adapter. Après, voilà. ouais, ça dépend vachement des profils, je pense. Moi, je sais que je peux m'adapter aussi, enfin, ou en tout cas, j'aurais pu. Moi, j'ai pas dessiné pendant 15 ans, donc j'en ai pas fait ma carrière. Ça revient, du coup. Mhm. Mais Oui, toi, t'es dans dans le profil. l'animation au départ. Voilà, et Mm. dans l'animation, oui, mais justement, dans l'animation, en tout cas, alors on ne parle pas de décor, on parle de personnages. Dans l'animation 2D, on est obligé de savoir s'adapter parce que tous les animateurs doivent dessiner le même personnage dans chaque plan. Donc il y a un boulot d'adaptation à ce niveau-là. Maintenant, je pense que c'est une question, enfin, ça dépend vachement des prods. Je pense qu'il y a des prods de jeux vidéo, ou peu importe, qui vont recruter un illustrateur pour son style, pour en faire la DA de leur jeu, parce qu'ils ont un style très marqué. Nous, c'était pas notre cas. On a fait notre pote jusqu'à trouver un truc qui nous plaisait, quoi. Et maintenant, vous vous faites plaisir, j'espère. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, ouais, bien sûr. Alors, c'était une des questions qui revenait hier, ou en tout cas pour la toute première conf avec Pia et Anthony. Ils disaient que eux, dans l'écriture, ils se font plaisir à la toute fin. Vous, c'est peut-être un peu différent dans votre domaine, le dessin, la phase de recherche, et après la production à la chaîne. Est-ce que ça reste quand même plaisant comme ça? Ça, c'est moi qui vous pose la question. Oui, enfin, moi personnellement, je trouve mon petit plaisir à chaque fois que je finis un décor et que l'ambiance elle est bien et que de loin elle rend bien, etc. C'est vraiment par touche en fait. Et même le personnage, une fois fini, il rend cool. Une fois mis dans sa carte et posé sur le board, tu fais ah ouais, quand même, il rend pas mal et tout. C'est pas à la toute fin, c'est juste partie partielle comme ça, au fur et à mesure, quoi. Là, tout de suite maintenant, vous savez combien vous avez de cartes déjà? Pour nous donner une idée de l'avancée du truc. De cartes qui ont peut-être été validées, même si elles seront peut-être pas utilisées dans le jeu final, hein, parce que j'ai bien... Je sais pas, dans les décors, on doit en avoir une cinquantaine, peut-être? Moi, je dirais plus. Plus, tu crois? Ouais, c'est Ouais. possible. Bah, moi, Ah j'ai oui, été oui. un moment à pas en faire, donc, enfin, à pas bosser sur Four Tales. Mm. Ouais, on en a certainement plus que 50, t'as raison. Ah Ouais, oui, ouais. c'est même sûr. Oh oui, non, mais c'est C'est sûr. même sûr. Ah oui, oui, mais oui, parce qu'il y a tous ceux qu'on a fait avant, juste avant. Enfin, oui, oui, complètement. Vous savez, Ouais, ouais, votre donc, collègue Christophe qui dit entre 20 et 5060 cartes ce jour. c'est Oui, Voilà. vrai qu'on voilà, c'est à perd. peu près ça. Ouais, la fourchette, c'est ça. C'est un chiffre très précis. Merci beaucoup, c'est important. Non, je sais pas. Après, dans les personnages et tout, alors c'est pareil, c'est toi qui as beaucoup déroulé. Les personnages, il y en a pas mal aussi, hein. Enfin, Ouais, dans les ouais, ouais. personnages, Après, les rencontres, en tout cas. oui, ouais, ouais, j'ai fait des variantes, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de personnages différents. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les règles du jeu? Parce que ça, pour l'instant, on n'en a pas du tout parlé. Parce que là, on a vu qu'il y a des personnages, on en joue qu'un, on en joue plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà? Est-ce que c'est des choses qui sont... On a le droit, Alain, ou... Peut-être pas, hein. Non, Là, non, je mais pose si, la je question parce que pense. je vois qu'il nous reste encore quelques petites minutes. Non, non, mais je pense qu'on a le droit d'en parler, en tout cas, Il a dit oui. en Il a tout dit cas oui. vaguement, mais les règles. Ou en tout cas, tu Alors, vois la disposition d'une partie, quoi, à quoi ça ouais, ressemble, bien la sûr. boucle. La boucle, c'est la phase de méta du jeu avec ses cartes de tarot, où il va y avoir des événements. On va nous dire tel truc va arriver dans 3 missions. Donc, selon lesquelles tu choisis, à chaque fois que tu finiras une mission, le décompte va changer, va faire passer le temps. Tel truc va arriver, tel truc va arriver, et comme ça, tu vas choisir tes missions.
Et une fois dans l'émission, en fait, tu choisis les personnages avec lesquels tu joues, qui vont avoir des decks bien à eux de cartes action, qui font des choses bien précises. Il y en a qui sont plutôt qui favoriseront la furtivité, il y en a qui favoriseront l'exploration, la survie, il y en a qui favoriseront plutôt ce qu'on appelle nous l'influence. Alors l'influence c'est très vaste, ça peut être Ça me parle bien, ça. ça peut être le charisme comme le commerce, comme la corruption, comme enfin voilà, plein de choses comme ça qui permettent de régler entre guillemets les rencontres de manière non létale. Voilà. Et donc, on va choisir ces personnages, et après, on aura des missions et des sous-missions et des objectifs de mission, et aussi des choses à découvrir, à explorer. Et selon la mission, on va avoir un deck principal, par exemple, de lieu, ce qu'on appelle des decks de lieu, qui va se dérouler. Donc, à chaque carte, en fait, va se passer des choses. On pourra jouer des cartes. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas que les cartes actions des personnages. Il y a une deuxième main, vous l'avez peut-être vu, hein, il y a 2 mains différentes dans le jeu. C'est parce que les personnages ont eux-mêmes assez peu de cartes actions. Et le jeu est un jeu d'échange. C'est-à-dire que, par exemple, on va arriver sur une forêt et on va se dire, tiens, Léo, il va faire pister ceci, et il va trouver, je sais pas, des pommes. Et on va se trouver avec un consommable pomme. Et en fait, on va remplir cette deuxième main d'objets clés, d'objets consommables, d'alliés, si on a beaucoup d'influence dans notre équipe. Qu'on pourra réutiliser plus tard un peu à loisir. Voilà, et qu'on utilise pour les combats les alliés, pour se soigner les consommables, cette lettre qu'on a trouvée en discutant ou en faisant machin truc qui va nous servir peut-être plus tard pour la mission pour débloquer un lieu, etc. Et en fait, c'est là qu'on dit qu'on s'est séparé de la frise. Avant, on parlait d'un seul deck qui se déroulait de manière linéaire. Maintenant, on aura des multi-decks, c'est-à-dire qu'il y aura la mission, le deck principal qu'on peut dérouler, qui se passe peut-être dans la ville, et puis il y aura le biome forêt qu'on pourra dérouler quand on veut, à peu près quand on veut, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être à une carte qu'on appelle Crossroad, qui nous permet de changer de deck pour aller visiter un autre, et un petit peu comme si on allait se balader en forêt, faire notre mission, puis revenir en ville, parce que la ville, on sait que c'est safe et qu'on peut acheter des choses, peut-être croiser des commerçants, etc. D'accord. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc vraiment une notion d'aventure, en fait, même plus que de narration pure et dure, où c'est vous qui imposez le rythme de l'histoire. Ça reste quand même un peu à la liberté de chacun. Alors oui, en fait, il y a un peu 2 niveaux de narration. Il y a quand même une narration qui est, entre guillemets, créée par nous. Et il y a une narration qu'on veut raconter par le joueur lui-même, selon comment il agit, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, il y avait une question qui a pop en même temps. Donc, est-ce qu'il y a une notion, du coup, de deck building ? C'est-à-dire vraiment l'idée d'avoir des cartes et de les préparer à l'avance, ou c'est des choses qu'on va, en fait, acquérir au fur et à mesure ? J'ai l'impression que c'est plus ça. Est-ce que tu veux répondre, Anaïs ? Je sais que j'ai tendance à répondre parce que j'étais là au début du projet pour... Tu connais quand même mieux les règles du jeu que moi, finalement. C'est ça, c'est pour ça que je me permets de parler en ta parole. Mais excuse-moi, répète-moi la question. En fait, la question concernant le fait, est-ce que c'est un jeu qui va plutôt être sur du deck building, avec donc de la préparation, de l'acquisition de cartes en avance pour un peu améliorer ses chances, j'imagine, de gagner la partie, ou c'est des choses qu'on gagne sur le tas ? Alors non, dans le sens où le deck building va se résumer à choisir les personnages et donc les cartes actions qu'on aura. Maintenant, il y aura un système de deck dans le sens où les personnages sont amenés à évoluer selon les choix narratifs et donc de changer les cartes qui sont dans leur deck et de classe, on va dire, et de manière dont ils sont joués. Par exemple, c'est un exemple qui n'est même pas dans le jeu, mais on joue un personnage et puis selon les choix qu'on a fait dans le jeu narratif, sa femme meurt parce qu'on a décidé de ne pas la sauver parce qu'il y avait un truc beaucoup plus important. Par exemple, c'est un choix drastique. Non, mais ça fait partie des choses qu'on veut amener dans le jeu, c'est le genre de questionnement et de choix un peu drastiques. Et du coup, ce personnage qui était peut-être quelqu'un de plutôt joyeux et avec un gameplay plutôt influence, gentil, etc., va devenir peut-être un gros salaud dépressif et avec des cartes plutôt basées maintenant... on va se battre, quoi. Ok. Et en fait, ça fait partie de l'exploration du jeu que de découvrir ses destins et ses changements de gameplay. Ces embranchements pour voir un peu les possibilités jusqu'où ça peut aller. Et qui change le gameplay. Ok.
Eh ben écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir arrêter là, puisque le temps, il va falloir que j'enchaîne, puisque c'est moi qui enchaîne avec la prochaine conférence. On rappelle, donc c'est Fortail Games. Il y a Christophe sur le chat qui a rappelé le twitter.com, donc _games. Je pense que les gens d'Addon se feront évidemment un plaisir de rajouter tout ça dans la description de la vidéo YouTube pour les gens du Turfu qui nous regardent, si la civilisation existe encore, évidemment. Ça nous fera plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Bravo pour tout le boulot accompli jusque-là. Bah, Parce que merci à vous. c'était très impressionnant. Ça donne Ben, ultra merci envie. beaucoup. Merci. Voilà, donc il y a aussi un Instagram, donc voilà, il y a tout Oui, un tas d'infos, vous allez ouais, ouais. pouvoir suivre le travail, puis les Instagram et Twitter d'Anaïs et de Pierre-Vincent. Merci beaucoup. Pour les gens sur le chat Twitch, on se retrouve d'ici quelques instants, le temps que je fasse le switch, et on va parler encore d'un jeu qui est très joli, puisqu'on va parler de Haven et de sa caméra. Si l'orage n'est pas trop dangereux, parce que j'ai eu un petit message dans l'oreillette qui me disait que la connexion de l'autre intervenant était peut-être un peu instable, Ah. mais bon, ça va bien se passer comme d'habitude. Je vous laisse là, merci beaucoup, et Ben, merci à à tout de toi. suite les gens de Merci. Twitch. Au revoir. Salut.